tous, merci. Ça résonne. C'est bon? Ouais. Bon, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont bravé des grèves pour être ici en présentiel. Merci aux startups qui ont fait l'effort de venir également en présentiel ici aujourd'hui. On a vraiment grand plaisir à vous accueillir pour notre deuxième startup meeting porté par les équipes de l'Innovation Lab. Et ce meeting aujourd'hui a pour objectif d'illustrer concrètement avec des solutions innovantes un book de tendance, ou du moins un supplément tech du book de tendance qu'on vient de sortir et que vous trouverez à la fin de ce meeting, donc en virtuel pour ceux qui sont à distance, ils pourront télécharger, et imprimer pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc c'est ce petit book de tendance supplément tech que l'on sort aujourd'hui et que les startups qui vont venir présenter leurs solutions dans quelques minutes vont illustrer pendant 1 heure à travers des solutions particulièrement innovantes. Peut-être un petit rappel sur l'innovation, j'en profite. Voilà, sur ce que l'on fait et quelle est notre mission au sein de KPMG. Donc en fait, on a vraiment pour rôle d'inspirer, d'explorer, explorer, on le voit bien à travers les bouts de tendance notamment, et de porter de nouvelles offres pour nos clients et pour nous-mêmes autour de différentes expertises. Donc vous avez la prospective, qui fait l'objet notamment de ce book d'aujourd'hui, l'Open Innovation qui organise le Startup Meeting, entre autres. L'Open Innovation, c'est vraiment tout un écosystème de startups que l'on met en lien, en relation avec nos clients, qui nous sert aussi à alimenter, à nourrir nos explorations. Une partie studio que vous connaissez peut-être moins, qui est une partie projet qu'on a beaucoup développée cette année et qui nous permet d'aller chez les clients, les accompagner sur des projets d'innovation, sur leur stratégie d'innovation, sur des briques d'innovation qu'ils peuvent vouloir externaliser. Et en général, ces projets-là, on les porte avec les équipes advisory. La dernière brique, c'est l'accélérateur, que vous connaissez également, qui est vraiment la brique acculturation des collaborateurs à travers notamment des projets d'intrapreneuriat. Voilà, et on a des collaborations de plus en plus fortes avec l'Insight Center qui scénarise des démos innovantes de KPMG. Toutes ces équipes sont au sein maintenant d'Advisory depuis quelques mois parce que en termes d'ambition et de projets portés, c'est ce qui faisait le plus écho au projet que l'on porte. L'innovation, au même titre que l'Insight Center, sont des dimensions tout à fait analogues à celles portées par les équipes advisory, même si, bien entendu, on a vocation à adresser tous les sujets innovation de manière transverse de l'ensemble des métiers et marchés de KPMG. Alors, un petit mot sur ce supplément tech que l'on sort là aujourd'hui et ce qui le compose. 4 éléments forts sont ressortis de ce travail d'exploration. Tout d'abord, en fait, il y a débat entre le technosolutionnisme et la nécessité de repenser l'usage des technologies de manière durable. C'est un premier enseignement. Un deuxième enseignement, c'est que les entreprises ont vraiment pris conscience de l'impact des technologies et de leur stratégie technologique, et elles cherchent comment adresser le sujet, même si elles n'ont pas encore trouvé véritablement les solutions. Le troisième enseignement, c'est que l'accélération des technologies de l'IA, de la blockchain et du métaverse soulève des questions éthiques et sociétales de fond. Et le dernier enseignement, c'est que la technologie apparaît comme un catalyseur pour développer des solutions qui permettent d'adresser les défis environnementaux, sociétaux auxquels nous faisons face et qui s'accélèrent ces dernières années. Et cette technologie se met au service des entreprises qui veulent transformer leur modèle au service du bien commun. On a identifié donc 5 tendances tech que les startups qui vont maintenant, dans peu de temps, pitcher, vont illustrer. La première tendance est Proof of Trust. C'est finalement comment est-ce que la dématérialisation croissante de nos vies engendre un besoin accru de sécuriser identifiants et identités numériques et favorise l'émergence de nouveaux environnements décentralisés. La deuxième tendance est Tech for Sustainability. Comme je l'évoquais précédemment, ces innovations technologiques sont souvent mises en cause pour leur impact carbone.
mais c'est pourtant un levier d'action majeur, grandissant en tout cas dans les stratégies RSE. Donc il y a un peu cette double, cette contradiction finalement autour de la technologie. Ce qu'on a appelé généraliste AI ou généraliste IA, on le voit bien avec l'actualité, notamment autour de ChatGPT, mais des IA génératives au sens large. La puissance de calcul grandissante de ces IA fait que les entreprises sont confrontées aujourd'hui à la généralisation de ces outils surpuissants et ça repense quelque part leur métier et leur process. Data écosystème, c'est vraiment comment est-ce que la donnée, la data est le nouvel or noir à l'ère du digital. Et puis le dernier, Merging Worlds, donc effectivement c'est tout ce qui est réalité augmentée, métaverse, NFT, jumeaux numériques, et comment en fait ces nouvelles technologies ouvrent de nouvelles frontières et permettent des territoires inexplorés de relations clients ou de process métiers augmentés. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Baptiste Benac, Senior Manager Connected Tech en charge de tout ce qui est stratégie et technologie. Et il va nous présenter plus en détail la vision de la tech de Connected Tech et les différentes startups qui vont venir pitcher aujourd'hui. Merci Alban. Le micro pour finir, fonctionne. Donc ces suppléments tech sont à disposition de chaque côté de la salle. Merci beaucoup Alban pour l'invitation. Avant d'accueillir les différentes startups et de vous laisser chacun et chacune pitcher, je voulais revenir quelques instants sur les tendances tech de fond et qui animent essentiellement nos journées de l'ensemble des consultants tech de KPMG. La période actuelle, on le remarque, elle est assez marquée par un essor des technologies et notamment leur arrivée à maturité. On est vraiment sur un gros tournant en ce moment. On en parle et je pense que la bande passante médiatique, elle est absolument réservée à ChatGPT ces derniers temps. C'est assez effrayant d'ailleurs qu'on ne parle que de ça, enfin, à part la réforme des retraites. Globalement, on a des technologies qui arrivent à maturité. Alors, on a un certain nombre de briques qu'on connaissait déjà, les CRM, les ERP, tout ce genre de grosses briques qu'on voit dans les grandes structures. Mais on a tout un ensemble de plus petites briques, un peu plus méconnues grand public, l'intelligence artificielle, la gestion des données, la analytics. Et on se rend compte que l'adoption elle est de plus en plus forte dans les boîtes. Des boîtes de grande taille, mais aussi des boîtes de petite taille. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, c'est que finalement, la mise en œuvre, elle est ultra facile. Alors, le reste des consultants de mon équipe vous dira pas si facile que ça, j'en conviens, mais en tout cas, elle a l'air assez facile et assez rapide à mettre en œuvre. Et pourtant, elle engendre un certain nombre de transformations d'ampleur dans les entreprises, dans les façons de fonctionner, dans les façons d'agir ensemble, et ça dans tous les secteurs d'activité. Alors, ce qu'on se disait avec Alban, c'est justement cet impact assez considérable des dynamiques d'innovation autour de ces technologies et plein de cas d'usage qui en émergent. Alors, on en connaît certains, puis il y en a qui émergent tous les jours et je pense que vous allez nous en présenter des nouveaux aujourd'hui auxquels on n'avait pas forcément pensé. C'est ça qui est assez intéressant. Mais en tout cas, au travers de tout ce que j'ai relu de vos différentes applications à chacun et chacune, on se rend compte que c'est l'ensemble des fonctions de l'entreprise et des métiers qui sont touchés. De l'opération à la finance, du commerce, des opérations, la gestion des talents, enfin vraiment tout le monde y passe et c'est assez incontournable aujourd'hui. D'où, dans notre équipe, une réelle conviction de la nécessité de repenser de manière assez profonde et systémique notre rapport à la tech. Je m'explique. Ce rapport, pour avoir une transformation assez impactante et durable, on doit l'avoir avec un élément essentiel qu'on oublie assez fortement et que pourtant nous mettons au cœur de nos activités et de nos campagnes de pub. Mais voilà, ils l'ont affiché derrière. C'est l'humain. Et notre conviction, c'est que la transformation technologique, elle sera humaine et c'est grâce à l'humain qu'on va y arriver. Pour ça, c'est le petit moment pub et promis, je vais être rapide. KPMG a aujourd'hui presque 1000 consultants sur les sujets tech qu'on met à disposition de l'ensemble de nos clients pour les accompagner de la réflexion stratégique, ça c'est plutôt ma partie, jusqu'à l'implémentation. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas forcément chez KPMG et qui pourtant sont une réalité. Et aujourd'hui, on accompagne tous nos clients sur ces thématiques, des ETI aux grands comptes. Voilà pour la petite introduction. Et je vais maintenant accueillir les différentes startups qui vont nous rejoindre. Si vous voulez venir sur le plateau, comme ça on peut vous identifier, puis après je laisserai chacun pitcher à son tour.
Alors, on a 4 startups. Je crois que la 4e est en retard, donc vous n'en verrez que 3 maintenant. Venez avec moi. Hop. Allez-y. Bon, il y a une croix, mais je crois que je ne la respecte pas depuis le début. Donc... Voilà. 4 startups ce matin avec nous. Donc, je vais vous en présenter 3, et puis la 4e, je l'introduirai plus tard. On a, dans l'ordre, Manuel, de Insight Signals. Alors, c'est une technologie que j'ai trouvée assez sympa, qui utilise des digital twins, dont tu parlais tout à l'heure, des jumeaux numériques, non pas pour faire de la maintenance prédictive, ce qui était un peu le cas d'usage qu'on voyait partout, mais plutôt pour analyser ce qu'on va appeler l'impact sur la transition sociétale des entreprises. Tu nous en diras un peu plus. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant en lisant un peu tout ça ces derniers jours. Le deuxième, c'est Potion, c'est Vincent. Salut Vincent, qui a développé avec toute son équipe une technologie assez unique autour du cookieless. Alors le cookieless, il vous en dira plus et j'essaie de pas trop raconter tout ce que vous allez dire dans vos pitchs, sinon vous allez être triste. Ah ben voilà, la 4e, parfait. On en parle pas mal ces derniers temps parce qu'en fait, les régulateurs européens et puis l'ensemble des technos en ce moment veulent plus des cookies. Et donc une technologie pour personnaliser tout de même nos expériences sur Internet et sans cookies, avec une démarche... qu'est-ce que j'ai noté, voilà. Éthique et écologique, avec le cookieless, sans stockage de données. Tu nous en diras plus, mais en tout cas, ça a vraiment éveillé ma curiosité. 3e, Cyprien de chez Kix, la confiance numérique durable, j'ai noté. Plein de technologies pour tracer, sécuriser un certain nombre d'échanges de fichiers. Ça, c'est vrai qu'avec notre passif d'auditeur, ça sonne un peu tout de suite. Mais tu nous en diras plus. Et tout ça de façon écologique et sobre. J'ai hâte d'entendre. Et enfin, donc la 4e qui nous rejoint, c'est Elsa de Open Climat. Salut Elsa. Open Climat, on vous avait vu sur une autre activité, je crois, à Vivatech l'an dernier. Voilà, chez Nota Climat. Je me souviens. Et donc là, tu viens nous présenter une application, Open Climat, une plateforme ouverte qui est dédiée à l'analyse de l'action climatique des marques. Et donc, tu nous diras si finalement le zéro impact carbone, c'est un vrai mythe marketing ou une réalité. En tout cas, c'est quelque chose que vous suivez sur l'application au travers d'un certain nombre d'indicateurs et de plans d'action partagés, et ça de façon complète, lisible et comparable. Voilà. Alors, j'espère que j'en ai pas trop dit. et donc, on va initier le tour de pitch, sachant que je ne vous ai pas introduit le 5e, et c'est la petite surprise de la toute fin. C'est notre créa, c'est Émeric, qui viendra vous parler de créativité et d'IA générative, avec un pitch assez incroyable. Voilà, donc 8 minutes chacun. C'est timé, c'est timeboxé. On est parti, et on va démarrer par Manuel Seva de Insight Signals. Bonjour, Manuel Seva, donc je suis le président et le fondateur de la société Insight Signals. Je voudrais d'abord remercier KPMG, toutes les équipes de Innovation Lab qui m'ont surpris en m'appelant et en me permettant de présenter aujourd'hui. Alors, Insight Signals, vous avez tous entendu parler de jumeaux numériques, effectivement pour la maintenance prédictive, pour faire des jumeaux numériques dans l'avion ou encore dans les usines. Le pli que nous avons pris, nous, chez Insight Signals, est de créer des jumeaux numériques qu'on appelle consommateurs, c'est-à-dire qui vont reproduire des ensembles de consommateurs, des populations, les interactions entre eux, en vue de tester des interventions. Alors, notre marché principal, ce sont les villes. Aujourd'hui, il y a 7 milliards les écosystèmes urbains, il y a 7 milliards d'urbains en 2050 versus 4 aujourd'hui. Il y a plus de 4000 villes de 100 000 habitants qui ont de très nombreux problèmes aux enjeux souvent contradictoires. Et les solutions qui ont été apportées ont été essentiellement des solutions tech, de smart city, de l'IA, de la data science, des jumeaux numériques, du bâtiment, etc. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que beaucoup de ces projets en fait, sont focalisés sur la technologie et très peu finalement sur les usages, les utilisateurs, les humains. Et donc en fait, ce sont deux tracks parallèles et on espère que ça marche. Parfois ça marche pas. Et donc nous, la solution que nous avons voulu développer est une solution qui prend en compte les comportements humains. Donc Insight Signals, notre vision à nous, notre idée, c'est d'aider à la transformation des villes, des écosystèmes urbains,
de le faire en fait avec une méthodologie de simulation qui crée des répliques digitales de population et simule leur comportement. Donc ça se traduit dans un produit, et ce produit, c'est ce qu'on appelle des jumeaux numériques utilisateurs, qui créent des micro-répliques des populations de façon extrêmement granulaire, qui permet la simulation de leur comportement, de leurs interactions, qui donne des résultats disponibles dans une plateforme SaaS, et qui se déploie sous forme de cas d'usage dans des domaines verticaux. Le domaine le plus important que nous ayons aujourd'hui adressé étant celui de la mobilité. Alors effectivement, on a un certain nombre de références, mais c'est surtout, je vais vous parler de notre troisième référence, ce fameux jumeau numérique de mobilité pour réduire le CO2. Alors, auparavant, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? Bon, un jumeau numérique, c'est une copie digitale d'un environnement et ça permet de faire trois choses. Ça permet de suivre de façon continue ou temps réel ce qui se passe. Ça permet d'aider à faire des prédictions. Mais en fait, le véritable intérêt, c'est que ça vous permet de tester des interventions sans avoir à les réaliser dans la réalité. Alors, les consultants comprennent très bien ce que ça veut dire. Le challenge, c'est de pouvoir le faire de façon continue. Donc, c'est un marché qui croît d'environ 35% par an, qui est en forte croissance et qu'on peut classer selon deux axes. Le premier, c'est tous les composants d'un jumeau numérique qui vont de la captation de données, l'agrégation de données, des hyperviseurs qui supervisent et observent ce qui se passe et des systèmes de simulation. Et de l'autre côté, c'est l'orientation applicative. Est-ce qu'on est plutôt dans la gestion des actifs vers la gauche ou plutôt dans la gestion des utilisateurs? Nous, évidemment, on est en haut à droite comme il se doit dans un speech de start-up. Voilà. Alors, notre équipe, donc il y a moi-même, j'ai un CTO. Notre équipe, c'est essentiellement des data scientists et des développeurs. J'ai la chance d'avoir un comité advisory qui est de très grande qualité, avec un directeur scientifique qui a créé cette méthodologie, quelqu'un, Hervé Solignac, qui est spécialisé dans la Smart City, Alice Audouin, qui est une des pionnières, certains la connaissent peut-être, de la transition climatique. Alors, notre fameux jumeau numérique de mobilité pour réduire le CO2. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il vous modélise et c'est une solution tout en un. Voilà, c'est une solution tout en un pour modéliser et simuler la mobilité en ville. Donc, il se base sur deux jumeaux numériques. Un jumeau numérique classique qui est du transport que toutes les villes ont, qui sait quelles sont les routes, quelles sont les lignes de chemin de fer, etc. Et le nôtre qui est plus spécifique, qui modélise les populations, leur comportement, leurs préférences de déplacement, et nous assemblons les deux pour faire en fait une simulation statistique journalière des déplacements. On calcule le CO2 et on calibre notre modèle avec des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de nous assurer que les résultats de notre modèle sont cohérents avec la réalité observée. Et ça permet de faire trois choses finalement. Premièrement, ça permet de comprendre les gens et le déplacement, où vont-ils. On peut compter les voitures au pont de Neuilly. Maintenant, savoir d'où elles viennent, quels sont les types de voitures, quelles sont les catégories socio-professionnelles des gens qui sont dedans, c'est beaucoup plus complexe. C'est ce qu'on peut faire en fonction des types de déplacements. On génère et on calcule quel est le trafic que ça génère, quel est le CO2 que ça génère, et surtout, ça nous permet de tester des scénarios alternatifs. Par exemple, aujourd'hui, le grand sujet en France, dans les villes, c'est les zones à faible émission, c'est-à-dire qui consiste à bloquer les routes pour les véhicules très polluants. Ça pose énormément d'enjeux qui consistent pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules qui ne sont pas polluants. Et donc c'est un véritable enjeu et les villes nous appellent souvent pour les aider à traiter ce type de problème. Alors, notre business model, quel est notre business model? Notre business model, d'abord, c'est le classique, le software as a service, c'est-à-dire que c'est une plateforme, on accède, on paye un fee récurrent, et l'objectif de la startup, c'est d'augmenter les revenus récurrents parce que c'est comme ça qu'elle se valorise. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a deux points importants. Premièrement, c'est une plateforme qui n'est pas que pour les villes et qui est accessible pour les ensembles de l'acteur de l'écosystème. C'est-à-dire que cette plateforme, quand vous faites un système de mobilité en ville, par exemple, vous avez beaucoup de gens autres que la ville qui sont intéressés à comprendre comment ça se passe. Donc ça, c'est le premier, ça s'adresse à la ville et à ses partenaires. Et le second, c'est une approche par domaines verticaux et par use case. Aujourd'hui, on travaille sur la mobilité, et puis dans la mobilité, il y a des sous-use cases. Je mets une nouvelle autoroute, je mets une voie piétonnière, etc. Mais il y a également, à partir du moment où on passe sur des populations, des avatars digitaux de population, on peut étendre ce domaine à tous les autres domaines pertinents pour la ville. Comment faire évoluer des consommations pour qu'elles soient plus bio ou plus des circuits fermés, etc. Donc les domaines sont extrêmement larges en termes, une fois qu'on a été capable de faire une maquette digitale d'une ville, d'un pays comme nous on est capable de le faire, les domaines d'application sont en fait immenses. Donc notre modèle, c'est un modèle dans lequel on travaille sur un territoire, on creuse le territoire
tout seul ou avec des partenaires, et on augmente les revenus récurrents. Donc pour finir, à la grande question, tout ça c'est très bien, mais peut-on prévoir le comportement humain, qui est la question qu'en général on me pose et que je me pose à moi-même. Et la réponse c'est évidemment, si vous avez des jumeaux numériques et des données, vous savez tout. Et en fait c'est totalement faux. Non, on ne prévoit pas le comportement humain pour la bonne raison qu'on ne connaît pas de ce qu'on ne connaît pas. Et qu'en fait les comportements sociaux sont beaucoup plus complexes qu'on ne peut l'imaginer. Donc il serait faux de croire et d'imaginer qu'avec notre système vous allez tout comprendre. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, avec le nombre de données considérables qui sont disponibles, la structuration et la valorisation de ces données permet d'avoir des insights beaucoup plus importants qu'avant, que ces insights, à partir du moment où ils prennent en compte des comportements humains, augmentent considérablement la chance de réussite des projets, et que donc, finalement, ça produit je dirais, une probabilité de réussite des projets beaucoup plus forte, à condition de respecter l'éthique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'avais oublié de préciser qu'il y aura un temps pour les questions-réponses à la fin de l'ensemble des pitchs. Merci beaucoup. Hop. Et je passe la parole à Vincent de Potion. Bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation à ces journées de l'innovation chez KPMG. Chez Potion, nous sommes les seuls à savoir personnaliser les parcours digitaux sans espionner les internautes, c'est-à-dire sans utiliser de cookies. Jusqu'ici, la personnalisation web s'est faite en collectant des tonnes de données sur les internautes. Le grand jeu des années 2000 a consisté à identifier de manière toujours plus précise les adultes, les hommes, les femmes, les adolescents, les CSP+, les jeunes couples en attente d'un deuxième enfant vivant en petite couronne, n'étant propriétaire que d'un véhicule ou un téléviseur. Le tout en collectant toujours plus de données, toujours plus détaillées, auprès de toujours plus de tiers, et donc au détriment du respect de la vie privée sur Internet, et surtout de la relation de confiance nécessaire entre un consommateur et une marque. Imaginez-vous client d'une boulangerie. Facile. Vous trouverez normal et même souhaitable que votre boulanger se souvienne de vos habitudes de consommation. Bonjour monsieur, une baguette, un croissant, une chocolatine, pardon, merci beaucoup, bon week-end, au revoir. Vous trouverez étrange qu'il connaisse votre âge, votre couleur préférée ou la marque de votre véhicule. Vous trouverez carrément choquant qu'il achète ou revende cette information aux commerçants d'à côté. C'est pareil pour les consommateurs digitaux. Ils s'attendent à être reconnus, orientés, conseillés de manière pertinente, mais en toute confidentialité. Chez Potion, notre mission, c'est de permettre aux e-commerçants d'offrir à chaque visiteur une expérience qui se rapproche de celle d'un commerce de proximité. Avec notre technologie, chaque site retient uniquement de chaque visiteur ce qu'il a généré sur son site et qui est pertinent pour l'aider à répondre à un besoin très précis. La donnée utilisateur, elle est stockée, analysée, activée en local par le navigateur web sans être envoyée à qui que ce soit. Le navigateur web réagit ainsi en temps réel au comportement de l'internaute pour optimiser et adapter son parcours et ainsi l'aider à faire son achat sur le site en question. C'est une technologie d'avenir. Pourquoi? Parce que, premièrement, les cookies tiers sont amenés à disparaître des navigateurs web à l'horizon 2024, disons 2025. Mais pas seulement. Surtout, c'est une attente des consommateurs. Aujourd'hui, c'est la FEVAD qui le dit, je crois que partenaire de KPMG. Plus de 80% des consommateurs sont prêts à partager leurs données, mais seulement si elle est utilisée à bon escient. 80% d'entre eux déclarent qu'ils vont plus facilement convertir, plus facilement finaliser un achat sur les sites qui personnalisent leur parcours. Et parmi ceux qui achètent, 40% déclarent dépenser plus que prévu lorsque l'expérience est personnalisée de manière pertinente. On n'est donc pas seulement face à un défi, une innovation technologique, mais réellement face à l'émergence d'un nouveau mode, de nouveaux standards de consommation digitale. Et c'est à ce besoin-là que répond Potion. Nos clients, avec Potion, génèrent jusqu'à 25% de revenus additionnels, tout simplement en montrant à chaque visiteur le bon produit ou le bon message au bon moment. Concrètement, nous leur donnons accès à une plateforme accessible en SaaS qui leur permet d'activer en quelques clics une multitude d'expériences personnalisées et d'en mesurer l'impact, le tout sans cookies.
Parmi nos best-sellers, 2 grandes catégories d'expériences personnalisées. Tout ce qui tourne autour de la présentation du catalogue. Donc c'est dans quel ordre je montre les produits de mon catalogue à chaque visiteur sur mon site, à travers l'ordre des produits sur les pages listes ou catégories, à travers les bannières ou les bandeaux de recommandation sur le site. Tout ce qui tourne autour de l'optimisation, la fluidification du parcours, avec l'affichage de messages individualisés ou personnalisés, et surtout l'aide à la reprise d'un parcours pour finaliser un parcours d'achat. Bien sûr, notre plateforme qu'on appelle Potions Lab est connectée à l'ensemble de l'environnement web et marketing de nos clients. Donc là, on parle des CMS, donc les outils qui permettent à nos clients de créer et de générer le contenu, comme Shopify, PrestaShop, Magento, WooCommerce, etc. Mais aussi les analytics, le CRM, les outils de marketing automation, de mailing, le tout afin de proposer à chaque internaute, à chaque visiteur, un parcours digitalisé, pertinent dans son ensemble. Plutôt que de grands discours et des slides, on a essayé de vous faire une petite vidéo que je vais essayer de vous commenter en direct. Voilà, donc vous avez ici, je ne sais pas si elle démarre, vous avez ici l'exemple d'un client qui a installé un certain nombre de solutions de personnalisation qui viennent de Potion. Pour commencer, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'ordonnancement des produits sur les pages catégories. Donc vous avez ici des produits qui sont affichés dans un ordre déterminé par nos algorithmes et qui vont notamment en temps réel réadministrer l'ordre des produits selon le comportement de l'internaute et aussi, par exemple, la disponibilité en stock. Pour faire ce travail à la main, c'est beaucoup de travail pour les équipes produits ou les équipes marketing qui vont faire ce travail à la main, notamment réordonner en temps réel. En bas des fiches produits, assez classique, les recommandations personnalisées sur les produits similaires ou complémentaires. En cours de navigation, si vous visitez un certain nombre de pages, vous allez avoir un bandeau qui s'affiche et qui collecte les différents articles consultés pour faciliter la comparaison entre les produits que vous avez visités, les pages que vous avez visitées et derrière l'ajout au panier. Quand vous ajoutez au panier, on continue d'enrichir le parcours avec des recommandations dans le mini panier qui s'affiche sur la droite de l'écran. Et de la même manière, à l'intérieur de la page panier, vous avez aussi la présentation des produits qu'on appelle produits chewing-gum, qui sont ceux qui vont être le plus facilement ajoutés en fin de parcours pour compléter un achat avant de finaliser son panier. Donc là, c'était essentiellement des solutions qui concernaient la présentation des produits, donc ce qu'on appelait tout à l'heure les solutions de type catalogue. On a aussi, bien sûr, sur ce site, des solutions qui permettent de faciliter le parcours. Par exemple, pour un visiteur qui revient après avoir visité des produits uniquement d'une certaine catégorie, vous allez pouvoir lui proposer de revoir directement les produits de cette catégorie lors de son retour sur le site, lors d'une session ultérieure. Le tout afin de lui proposer le parcours le plus pertinent, le plus personnalisé possible. Voilà. Donc là, vous avez une sélection, donc c'est une vision non exhaustive de tout ce qu'on peut faire en termes de personnalisation sur un site. Ce que ça apporte à nos clients, c'est 3 grands bénéfices. D'abord, le bénéfice économique, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, 20-25% de revenus additionnels sur le canal digital. Deuxièmement, vous avez des gains opérationnels, des gains d'efficacité, parce que pour les équipes produits ou marketing qui gèrent cet ensemble d'algorithmes de recommandations ainsi que l'ordonnancement des produits sur les pages listes, c'est beaucoup de temps libéré pour travailler sur d'autres projets stratégiques pour la marque. Troisièmement, un gain pour l'image de marque ou l'amélioration de l'image de marque, parce que vous avez ici, pour n'importe quel site, l'accès à un parcours, une expérience moderne sur son site, fluide, personnalisée, pertinente, qui convertit mieux, et le tout sans espionner les internautes. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent. Hop. Et c'est au tour de Kix. Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter ce que l'on fait chez Kix depuis 2014. Alors la thématique de cette séance, c'est la Proof of Trust. Et c'est vrai que la confiance est vraiment un sujet d'actualité. Je vous propose de commencer par un petit quiz. Avez-vous une idée de la quantité en gigaoctets du volume de données qui a été créé en 2020, seulement pour l'année 2020, pas le stock préalable. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée, comme la volumétrie là-bas, en gigaoctets? Non, personne? C'est énorme, 64 000 milliards de gigaoctets. Et les précisions pour 2025 sont de 181 000 milliards de gigaoctets. Donc on voit que c'est totalement énorme et ça concerne à la fois les hommes et les machines. Aujourd'hui,
on est de plus en plus percuté par d'informations qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus intense. Et donc, il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Et puis, on a une autre problématique, c'est que la confiance se fait de plus en plus rare. On l'a dit au préalable, l'apparition d'IA génératives qui deviennent de plus en plus réalistes font pas mal de dommages. Aujourd'hui, il est très facile de réaliser un texte avec ChatGPT ou une image avec Midjourney qui semble réaliste. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière les buzz avec les photos du pape en doudoune, d'Emmanuel Macron ou de Donald Trump. C'est vraiment très réaliste. Et donc, c'est à la portée vraiment de n'importe qui de réaliser un faux qui semble véridique. Et donc, on est vraiment dans une ère où on a de plus en plus de mal de discerner le vrai du faux. Et on se retrouve un petit peu avec ce schéma où chacun essaye de se faire passer pour celui qu'il n'est pas. Donc, on s'est doté d'une mission chez Kix, c'était d'amener un peu plus d'éthique et de responsabilité dans le monde numérique, et également de contribuer à une croissance qui est plus responsable. Donc, on travaille sur différents objectifs de développement durable de l'ONU. D'une part, sur les sujets de dématérialisation, et d'autre part, sur des sujets de preuve et traçabilité. On le fait de manière directe ou indirecte avec des partenaires. Et puis, on est également engagé pour la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, on compense l'intégralité de nos émissions de CO2, qui ont été évaluées l'an dernier à 165 tonnes. Donc ça, c'est vraiment toutes les émissions que l'on ne peut pas compenser suite aux différents efforts que l'on fait. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Alors, la solution, justement, pour redonner un petit peu de confiance, on a breveté un procédé qui permet d'injecter dans tout type de fichier numérique une sorte de passeport numérique. Et ça va être génial parce que ça va permettre à n'importe qui de pouvoir protéger un document, un fichier, quel que soit le format. On va permettre de garantir l'intégrité du fichier, donc les personnes vont pouvoir vérifier si le fichier a été modifié ou pas. On va pouvoir avoir des signatures numériques qui vont nous permettre de prouver son auteur. On va pouvoir prouver sa date, venir y ajouter des éléments de contexte, des liens vers d'autres fichiers, du versionnage, des dates d'expiration ou de validité. Par exemple, effacer cette donnée dans un an parce qu'elle n'aura plus d'utilité. Et donc, c'est totalement invisible. Le fichier garde le même format et la même apparence. Et tout ça se fait localement. Donc le traitement se fait localement dans le navigateur, tout comme la vérification, ce qui fait qu'une fois que le fichier est kixé, c'est le terme qu'on emploie, eh ben, il peut suivre sa vie et vous n'avez plus besoin de nous. Une devise, Don't Trust Verify, c'est une devise qui est empruntée à la communauté Bitcoin. Mettre une petite coche verte sur un document pour dire ce document est authentique, on n'a rien résolu. Et donc, un des sujets sur lesquels on a travaillé, c'est de vraiment rendre cette vérification la plus simple possible pour l'usager. Et donc, on fournit des modules de vérification ou des applications qui permettent d'un simple glisser-déposer de vérifier les fichiers de nos utilisateurs. Alors, on a différents cas d'usage sur deux typologies, le fichier isolé et le processus. Donc, je vais vous en présenter 4 ou 5 d'entre eux. Le premier, c'est justement la lutte contre les fake news. Donc on a différentes entreprises qui nous utilisent, notamment pour permettre aux journalistes de vérifier qu'un communiqué de presse, qu'une photo n'a pas été truqué en cas de doute. Et donc ça, on le fait notamment avec Société Générale et avec la société Augure qui a annoncé en début d'année offrir la solution pour 250 de ses clients français. Donc on va avoir une généralisation et on espère bien que le kixage sera le standard et que les journalistes auront l'habitude de vérifier les fichiers une fois reçus et en cas de doute. Un second cas d'usage va concerner toute la protection de la propriété industrielle et intellectuelle. Notre procédé permet, en un simple glisser-déposer, comme je vous l'ai dit, de protéger l'intégrité du fichier, d'établir des preuves d'antériorité et de propriété, des preuves de date et d'existence. Et ça, c'est très important pour tout le patrimoine informationnel
de l'entreprise. Donc on va pouvoir comme ça protéger toutes ces idées, quel que soit le format. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des fichiers sources logiciels, ça peut être des archives. Et donc on va pouvoir se constituer comme ça un petit coffre-fort qui vont pouvoir aider lorsqu'on va souhaiter déposer un brevet ou en cas de litige. Un troisième cas d'usage qui va être plutôt sur la traçabilité. Aujourd'hui, on a beaucoup de greenwashing sur les produits, quel que soit le produit. Et donc, on travaille avec une société qui s'appelle MapEmulsion et qui a développé une solution, un passeport numérique du produit, qui s'appelle Sorga. Et donc, on permet aux différentes marques de venir mettre un petit QR code sur leurs produits. Ça peut être également une puce NFC RFID pour permettre justement aux consommateurs de vérifier l'histoire du produit, les engagements de la marque. Et donc, vous pouvez flasher ce QR code si vous y arrivez ou depuis Internet. Et une des particularités de ce sac, c'est qu'en fait, il est fabriqué en cuir de saumon recyclé et avec des pots de saumon qui sont récupérés dans les magasins de sushi parisiens. Donc, c'est la société Tali qui fait ça. Et c'est vrai que sans QR code, ça aurait été impossible pour elle de prouver vraiment ses engagements. Quatrième cas, c'est avec une application mobile qu'on a développée, qu'on avait présentée au CES 2017 à Las Vegas. C'est une application qui permet de certifier, d'horodater, de géolocaliser des photos, des vidéos, ainsi que de remplir des petits formulaires. Et donc, ça sert pour différentes typologies de cas d'usage, la logistique, la maintenance. Et on travaille également avec la Fondation UEFA pour l'enfance, qui s'en sert pour prouver la bonne réalisation des projets qui sont financés. Et avec l'économie qui est faite d'envoyer un auditeur sur place, eh ben, ce gain permet d'être investi dans de nouveaux projets qui n'auraient pas pu être financés sinon. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, je reste à votre disposition à la fin de ce pitch. Je vous remercie. Merci. Et enfin, on a Elsa d'Open Climat. C'est parti. Hop. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter Open Climat. C'est la plateforme dédiée à l'action climatique des entreprises. Donc moi, je suis Elsa Chaille, j'étais une ancienne KPMG au même titre que Vincent, mon associé. Donc on a tous les deux décidé de se lancer dans ce projet après avoir touché du doigt ces problématiques-là en conseil chez KPMG. On a aussi Simon, notre CTO, qui est arrivé depuis le début d'année. Concrètement, si je reviens sur le constat, aujourd'hui, l'action climatique des entreprises, elle est critique pour toutes les parties prenantes d'une entreprise. Donc, pour une entreprise B2C, par exemple, les distributeurs cherchent à mesurer leur empreinte carbone et 80% de leur empreinte carbone, en fait, c'est ce qu'elles vendent en magasin. Et donc, des acteurs comme Carrefour ont annoncé déréférencer des fournisseurs qui ne s'alignaient pas sur une trajectoire 1,5 degré à horizon 2026. Ça, c'est qu'un exemple. Donc, ils sont tous en train de demander des comptes à leurs fournisseurs et intègrent en fait ce facteur climatique au même titre que le prix, les délais, la qualité ont pu être intégrés dans les négociations commerciales. Ce facteur climat est de plus en plus critique dans leurs négociations commerciales. Idem, on a une pression de la réglementation qui arrive en 2024 avec des obligations de transparence qui s'appliquent à de plus en plus d'entreprises. Et vous le savez aussi, côté consommateur et côté talent, le sujet climat, c'est un sujet qui est de plus en plus intégré dans les critères de choix, que ce soit choix d'achat ou choix d'employeur. Et ce critère va être de plus en plus déterminant au fur et à mesure que la prise de conscience s'accroît et que les conséquences sont visibles. Donc, autrement dit, toutes ces parties prenantes demandent des comptes aux entreprises et veulent savoir ce que fait l'entreprise sur son action climatique. Et pour autant, aujourd'hui, c'est impossible de savoir. C'est à la fois hyper complexe d'accéder à ces données-là, c'est incomparable d'une entreprise à l'autre, et en plus de ça, c'est très difficile à lire et c'est pas du tout compréhensible. On a à la fois des DPEF, donc des déclarations de performance extra-financière, des questionnaires dans tous les sens, des publications dédiées, des questionnaires d'acteurs tiers, etc. Donc c'est vraiment très très difficile d'y voir clair.
Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est d'apporter une approche pour fiabiliser et rendre comparable l'action climatique entre entreprises. Donc concrètement, c'est basé sur 3 points. Le premier, c'est qu'on est aligné avec les recommandations du GIEC et de Science Based Targets, donc les scientifiques climatiques. Le deuxième, c'est que nous, on se base uniquement sur les trajectoires passées, donc sur comment ont évolué les émissions de CO2 sur les 5 dernières années, plutôt que d'aller regarder quels sont leurs engagements à horizon 2030-2050. Donc, se dire que c'est basé sur leur trajectoire passée, parce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est un peu l'heure de regarder dans le rétroviseur. Et le troisième point, c'est qu'on a une approche qui est totalement objective versus un éco-score qui va prendre en considération différents critères, les pondérer de façon subjective, etc. Et donc, cette approche fait qu'on a été validé par tous nos clients et directeurs climat, Chief Sustainability des multinationales sur la façon de lire l'action climatique de façon objective. Donc, ces analyses-là, on les a utilisées dans le cadre de Notaclimat, l'application mobile, et Open Climat. Donc Notaclimat, c'est une application mobile plutôt orientée B2C, et Open Climat, c'est vraiment la plateforme B2B qui est dédiée à l'action climatique des entreprises. Mais on va y revenir. Peut-être juste pour zoomer sur Notaclimat, on a analysé près de 800 marques dans tous les secteurs pour pouvoir les comparer les unes par rapport aux autres. Donc, vous pouvez aller chercher leur niveau d'action climatique et y avoir accès très simplement pour voir les fameuses analyses dont je vous parlais précédemment. Sur Open Climat, donc c'est cette plateforme qui va centraliser toutes ces données climatiques, qui va permettre aux entreprises de partager ça, de partager leur plan d'action climatique selon un cadre que l'on fixe, qui est complet et qui est comparable d'une entreprise à l'autre. Et en fait, on rend ces données enfin lisibles pour les parties prenantes, notamment B2B. Et notamment, donc j'en parlais, pour les distributeurs, pour qui c'est un sujet clé. Parce que comme je le disais, eux-mêmes en fait ont pris des engagements de se dire on veut être compatible 1,5 degré à horizon 2030. Mais en fait, s'ils n'arrivent pas à piloter les marques qui vendent, qui représentent plus de 80% de leur empreinte carbone, ils vont pas y arriver. Donc c'est un sujet aujourd'hui pour eux qui est critique. Donc on a développé une interface dédiée pour qu'ils puissent piloter l'ensemble de leurs fournisseurs sur la plateforme et qui puissent projeter leur propre empreinte carbone par rapport à ces données-là. Ensuite, on se connecte aussi à tout leur système d'information pour que ça intègre dans leur système existant le volet climatique que nous, on apporte. Pour les entreprises, donc on en a parlé, mais l'idée c'est de se dire de permettre à chaque marque de communiquer de la façon la plus efficace possible à ses parties prenantes. C'est vraiment facile et rapide à éditer comme une page LinkedIn. Ça prépare aussi aux enjeux de la réglementation. Et enfin, je l'ai déjà dit, ça permet d'adresser toutes les parties prenantes et ça de façon très facile. Quand avant, en fait, ils remplissent toujours d'ailleurs un formulaire par acteurs qui leur demandent des comptes sur ça, donc ils perdent énormément de temps à remplir ça, et à la fois des formulaires B2B pour des distributeurs, mais aussi des acteurs comme des plateformes d'emploi avec qui on travaille, comme JobTeaser, qui leur demandent des comptes à ce niveau-là. En fait, aujourd'hui, on leur permet de centraliser toute l'information et donc cette information vient se diffuser très facilement auprès de toutes ces parties prenantes, B2B et B2C, dont Notaclimat qui fait partie d'un des relais en fait grand public de comment on peut utiliser cette donnée-là. Donc la vision long terme, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? L'objectif, c'est de devenir la plateforme de référence de l'action climatique pour avoir un vrai impact systémique. En fait, en créant ce cadre de transparence, en permettant d'orienter les décisions, que ce soit du B2B ou des consos, et créant un cercle vertueux et cette dynamique vertueuse-là, et en capitalisant sur toute cette donnée structurée qu'on collecte, donc c'est-à-dire tous ces plans d'action structurés par secteur, par poste d'émission. Ce partage de bonnes pratiques, il est clé parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui se décarbonent se posent les mêmes questions et elles passent leur temps à réinventer la roue alors qu'il y a des entreprises plus matures qui mettent des choses en place et juste on n'a pas accès à cette donnée-là. Donc voilà, on lance un outil de benchmark qui permet de savoir facilement dans tel secteur, je ne sais pas, sur le volet logistique, quelles sont toutes les actions mises en place, par exemple. Voilà, merci à tous.
Pierre, je vais faire un support. Je tiens le micro si tu veux. Je prends le Pierre, je te tiens si tu veux. Ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, nous l'avons vu, la technologie est un formidable levier au service de notre écosystème de start-up, mais aussi de la société en général. J'aimerais aborder avec vous une thématique qui m'est absolument chère, car j'y ai consacré pas mal de temps, c'est la créativité. Et nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la créativité et l'intelligence artificielle, car oui, ce sont bien deux moteurs d'innovation au service du monde des affaires modernes. À l'ère de l'IA, l'humain reste le seul différenciateur. Pour combien de temps encore? Nous sommes en droit de nous demander, au vu des récentes avancées, vous l'avez vu, tout ça va très vite. Chaque semaine, de nouvelles sociétés vont sur ces sujets-là, et on le voit, tout va très vite. Je suis Aymeric Pépin, je suis manager au sein des équipes Customer et Digital, mais aussi Innovation Lab KPMG. Et comme je vous l'ai dit, j'ai consacré 15 années de ma vie sur ces problématiques de créativité en tant que directeur artistique. Et on le voit, ce sont des sujets qui sont hautement importants aujourd'hui, notamment tous ces soft skills, ou comment vous allez pouvoir utiliser cette créativité et l'intelligence artificielle au profit de vos business. Nous allons donc explorer ce concept de créativité. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle, non pas pour générer une image, mais surtout pour générer une émotion, c'est le plus important. Et je vous révélerai les secrets de la créativité. Alors la créativité, elle est cet ingrédient hautement magique. Elle permet ce pas de côté. Elle va vous permettre de vous différencier, d'apporter un pas, de faire ce pas de côté, pardon. Dans le mot créativité, il y a le mot créer. Créer, c'est se réaliser, c'est se concrétiser. Mais pour ça, bien sûr, il vous faut un outil, il vous faut un médium. J'en viens à ma première conviction, qui est que l'intelligence artificielle est un outil. Alors pour certains, c'est une révolution, c'est une catastrophe, c'est un effet de mode. On entend tout ça un peu partout. Simplement, considérez-la comme un médium, comme un outil qui va vous aider dans votre créativité. J'ai donc réalisé un petit test avec deux personnes de mon entourage, ma mère, un consultant, et je me suis moi-même prêté au jeu. Et l'exercice était « Réalise une image avec une intelligence artificielle ». Sur la thématique chocolat, c'est d'actualité. Nous sommes donc allés sur Midjourney, Midjourney étant une intelligence artificielle dite de texte à image. J'écris un texte, dit un prompt, et ce prompt va générer, grâce à l'intelligence artificielle, une image. Alors pour ma mère, c'était plutôt compliqué. Il faut dire qu'elle a un rapport à la technologie qui est plutôt défiant, qui est plutôt dans la défiance, qui est plutôt difficile pour elle d'aller sur ce genre d'outils. Alors je me suis assis à côté d'elle et simplement, dans le champ de saisie Midjourney, j'ai tapé le mot chocolat. C'est plutôt simple. Voyons le résultat. Un résultat somme toute classique avec des images bien éclairées, plutôt simple, mais sans grand intérêt, on va dire. La consultante, elle, qui est absolument rompue à toutes ces technologies, pour qui ça a été une adoption absolument immédiate, et qui, elle, a plus travaillé tous les mots, tout l'imaginaire autour du chocolat. Elle a surtout été très pragmatique. Elle a tapé du packaging. Elle a voulu que son packaging soit éco-responsable, tout en introduisant le chocolat. Elle a surtout voulu être efficace avec une landing page, avec une page HTML pour une boutique de chocolat. Elle était déjà dans une logique e-commerce. Voilà le résultat. Je pense que c'est plutôt très réussi. À gauche, un visuel un petit peu de cabosse qui pourrait servir pour les réseaux sociaux, pour une campagne de publicité, des visuels de packaging, on l'a vu, éco-responsables, avec des ballotins, des tablettes de chocolat, et donc le site internet plutôt moderne, aussi mis en situation. J'ai oublié de vous dire, c'est très réussi, mais il y a peut-être un élément manquant, c'est le petit élément différenciateur, la petite chose qui va faire que cette marque de chocolat ou ces visuels-là vont être mémorables.
Je me suis donc prêté au jeu et je me suis demandé comment j'allais pouvoir raconter une histoire, comment j'allais pouvoir construire un storytelling autour de ce chocolat, comment j'allais pouvoir faire rêver, faire voyager mon client. J'ai donc tapé comme texte, j'ai donc imaginé d'abord, mais j'ai surtout tapé une princesse qui serait une princesse Star Wars, une princesse bien sûr chocolat, qui serait née dans l'amertume, qui serait née dans le chocolat et qui serait inspirée par Star Wars, qui serait née de cette intensité, de cette énergie que peut donner aussi le chocolat, en lui donnant une teinte un peu cinéma avec Star Wars et George Lucas et des plans plutôt cinématographiques. Voilà le résultat avec cette déesse en chocolat, et on le voit, il y a plus d'énergie, il y a plus de mouvement, il y a plus de texture aussi. La luminosité est elle est plutôt soignée, beaucoup de textures différentes, et voilà, je pense que le résultat est plutôt surprenant. Alors vous allez me demander, quel est le secret pour passer d'une tablette de chocolat à cette princesse? Le premier élément, c'est peut-être le secret le plus important, c'est le lateral thinking. Le lateral thinking, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette approche linéaire où les choses sont en ligne droite. On a du chocolat, boum, en ligne droite, on a une tablette. Là, on croise des éléments plutôt inattendus et je vais vous les présenter. Je vous révèle la recette magique. Donc, nous sommes partis du mot art et nous sommes allés sur ChatGPT et nous avons travaillé avec cette intelligence artificielle pour idéer autour de cette thématique. Nous lui avons demandé quels étaient les arts majeurs. Les voici, vous les avez affichés. Et j'aurais pu continuer sur cette thématique en choisissant par exemple l'architecture. J'aurais pu lui demander quels sont les designers les plus renommés, quels sont les courants les plus en lien avec le chocolat, par exemple. C'est une question un peu bizarre, mais j'aurais pu lui demander. J'ai choisi deux thématiques que sont la poésie et le cinéma. La poésie pour l'aspect un peu psychologique. C'est ce qui allait me permettre de détourer un caractère à notre princesse. Et de ce personnage, on allait ensuite construire l'histoire. Le cinéma, là, c'est plutôt pour la partie image. En ligne droite, j'aurais très bien pu m'intéresser à Charlie et la chocolaterie, mais c'était un petit peu trop direct. Donc j'ai choisi Star Wars pour le côté technologique. Voilà les résultats. Avec différents autres produits, différents autres visuels, on pourrait imaginer une figurine Dark Vador qui pourrait être vendue en chocolaterie. On pourrait imaginer un œuf duquel pourrait jaillir un R2D2 ou encore des tablettes de chocolat. D'autres croisements, avec les croisements, vous vous rappelez que d'art majeur précédent, on aurait pu faire une thématique architecture avec une inspiration un peu plus enfantine, 3D, cartoon, mais aussi de la danse, où là, on partirait plutôt sur un ballet classique avec un visuel et une posture de danse classique qui illustrerait un danseur qui sort un peu comme ça, qui jaillirait dans un ballet de Tchaïkovski. Maintenant que nous avons vu les images, je vous propose d'aller un petit peu sur le texte, sur ChatGPT, et d'écrire ensemble l'histoire de cette princesse. On reprend le travail d'écriture sur notre personnage principal et on demande à ChatGPT qu'évoque pour toi le chocolat s'il devait caractériser cette personnalité d'une princesse. Et donc, on voit le résultat qui est en train de s'écrire. Ce qui est important, c'est que cette psychologie, tous ces traits de caractère-là vont nous aider, on l'a vu, à écrire l'histoire qui va venir. Donc, on voit, elle est sensible, elle est puissante. Tous ces caractères-là sont bien sûr hérités du chocolat. Et en conclusion, on peut voir qu'il y a du mystère qui se dégage, de l'intensité, de la sophistication. Et tout ça, bien sûr, en ligne droite est extrait du chocolat. Je vous propose maintenant, c'est à la suite, maintenant qu'on a notre personnage, d'écrire à votre tour votre histoire sur ChatGPT. J'aimerais bien que... j'ai fait un petit test et mon test était une intrigue futuriste à suspense où l'intrigue débuterait par la naissance donc, de cette princesse qui commence dans l'amertume et dans le chocolat.
L'innovation, c'est ce qui distingue les leaders des suiveurs, vous l'avez compris. Moi, ce que je veux faire de vous des vrais leaders créatifs, des personnes qui sachent utiliser ces intelligences artificielles pour être plus créatifs, que ce soit en termes d'image ou en termes de texte. Et on en vient à la conviction, c'est que l'écriture, c'est vraiment la compétence du futur. Ce sont vos mots qui sont votre force, et de vos différentes propositions verbales, vous allez réussir à générer des images et des contenus créatifs. Vous devez devenir ces écrivains-là. C'est à vous d'inventer ces nouveaux usages, au bénéfice bien sûr de vos business. C'est à vous de croiser toutes ces intelligences artificielles, de tester, d'explorer, d'aller approfondir et de mixer tout ça pour bien sûr jouer avec, pour vous amuser et sans aucun doute être les plus créatifs possibles. Je vous remercie. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Aymeric Pepin. Merci. Merci Aymeric. On va peut-être proposer à tous nos pitchers et à Aymeric de revenir sur scène pour déjà vous remercier, puis vous applaudir, et vous allez ressentir aussi tous les applaudissements de nos personnes qui sont à distance. Vous allez ressentir. Voilà. Bravo à tous. Cyprien, Manuel, Elsa, Vincent et Aymeric. J'ai trouvé ça bluffant. Enfin, c'est génial. On peut peut-être passer maintenant à une petite session de Q&A, questions-réponses. Je suis sûr que vous avez plein de questions dans la salle. Sinon, je vous laisse encore 30 secondes pour les préparer. Ah, super, une main levée. Merci. Merci. Donc, ma question s'adresse à Vincent de Potion. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Je trouve qu'en effet, c'est très intéressant pour regagner ou renforcer la relation de confiance avec le client. Et je me mettais dans la peau, par exemple, d'une consommatrice qui achète sa crème, si je repars de votre exemple. Est-ce qu'elle va pouvoir faire la distinction entre par exemple, si je vais sur le site et je refuse tous les cookies, mais qu'en fait, je vois que l'expérience est personnalisée, comment vous communiquez aux consommateurs votre démarche éthique? Ouais, merci. Donc ça, c'est le choix de chaque marque de communiquer ou de ne pas communiquer sur les technologies qu'elles utilisent pour aller personnaliser le parcours. Jusqu'ici, on a eu très peu de clients qui ont souhaité, on va dire, en faire tout un espace, toute une zone de communication. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans l'instantanéité. On a très peu de place sur un écran, que ce soit un écran d'ordinateur ou que ce soit un écran de mobile, pour rajouter de l'information en plus de ce que la personne est venue chercher et pour lui dire « Regarde, ton parcours est génial et en plus, il n'est pas personnalisé avec des cookies. » Et ensuite, ouvrir la porte à des questions de type « Ah bon, mais du coup, comment c'est fait? Parce que moi, je voudrais pas du tout que ce soit personnalisé. » Et en fait, etc. En fait, du coup, nos clients n'ont pas le temps pour entrer dans cette conversation-là avec leurs consommateurs. Néanmoins, ça va être précisé derrière dans toute l'information légale, dans la politique de confidentialité, pour les personnes qui s'y intéressent réellement. Voilà. Donc, il y a assez peu d'actions, on va dire, proactives ou des communications proactives sur le sujet. Pour l'instant, ça viendra peut-être, on l'espère, parce que ça nous mettrait en avant, en plus de la communication qu'on essaie de faire nous et de l'évangélisation qu'on essaie de faire nous. Pour l'instant, on a peu de communication proactive. Est-ce qu'on a une autre question? Je ne sais pas si on a accès aux questions en ligne aussi. Bonjour, merci pour la présentation, Franck, des équipes data. J'aurais principalement deux questions. Une question déjà pour Kix. Ma première question serait un peu un lien entre ce que vous faites en termes de traçabilité, d'authentification et tout ce qui est IA génératif. Est-ce que justement votre technologie permettrait par exemple d'identifier du contenu qui provient des IA, par exemple génératifs? Alors oui, tout à fait. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on fait de la vérification a posteriori. Nous, l'avantage, c'est en venant certifier la donnée, le fichier au moment de sa création. Et par la suite, n'importe qui peut le vérifier. Donc il suffit juste de mettre un petit module au moment de la génération du fichier. Ça peut être fait un petit peu après, mais plus c'est proche de la source du moment de la création, plus ça a de la valeur. Et donc ensuite, ce fichier peut être vérifié de différentes manières sur des applications mobiles ou directement sur un site internet d'un simple glisser-déposer. Et on va pouvoir vérifier que oui, cette image n'a pas été modifiée.
qu'elle a été émise par Midjourney ou par un autre auteur, et puis également connaître sa date. Et la partie date est importante parce que quand on voit un petit peu tout ce qu'il est possible de faire en termes de photographie avec des IA, souvent, ou enfin avec des IA ou pas, souvent on reprend des photos d'un contexte précédent qu'on essaye de venir apposer dans une actualité alors que ces photos ont été prises peut-être 5 ans en arrière. Et donc avec notre solution, on permet également de prouver l'existence du fichier dans le passé et donc de venir prouver que cette photo ne date pas d'aujourd'hui mais qu'elle existait déjà 5 ans en arrière. D'accord, merci. J'aurais une question pour Vincent de Potion. Déjà, vous avez dit chocolatine. Juste la petite blague. Et par la suite, j'avais assisté aux données d'attention et qui génèrent également du contenu real-time pendant la navigation de l'utilisateur en se basant sur les différentes actions qu'il peut effectuer. Et vous également, vous avez parlé de cet aspect un peu instantané, real-time. Et du coup, la question que je me pose, c'est un peu le lien entre Potion et ce type de technologie générative de contenu de façon instantanée qui a besoin justement de consommer les données en temps réel et de les faire mouliner dans des algorithmes pour générer ce contenu-là. Est-ce que votre technologie serait un peu contradictoire à ce type de techno, par exemple de génération real-time, ou bien non, tout simplement? Alors, ça, je ne pense pas que c'est vocation à être contradictoire. Il y a beaucoup de problématiques autour de la mise en œuvre, la mise en application de ce type de technologie. Parce que la question se pose, il y a deux questions. Où est-ce que vous stockez la donnée qui est nécessaire à la personnalisation ou à la génération de votre contenu? Et où est-ce que vous stockez l'intelligence ou on va dire la machine qui va créer ce contenu? Où est-ce qu'elle est hébergée? Nous, on essaie d'avoir le plus possible d'intelligence tout près de la donnée et on stocke la donnée en local. Ça va être plus difficile pour aller générer beaucoup de contenu très créatif, on va dire, avec des degrés de liberté très élevés en local, parce que ça veut dire que vous devez intégrer ou déployer beaucoup d'intelligence de votre machine sur le terminal, ce qui n'est pas forcément facile. Donc nous, on va dire, on n'est pas contradictoire, mais notre choix, ça a été plutôt de rester au plus près du terminal, de la source de données, et donc de déployer des choses très intelligentes, mais quand même suffisamment sobres pour pouvoir justement fonctionner vraiment rapidement en temps réel, etc. Pour les gens qui cherchent à générer vraiment du contenu et à faire de la créativité en temps réel, là vous allez avoir, on va dire, plutôt des espaces de stockage intermédiaires, on essaie de faire la phase data, qui vont être a priori en dehors du terminal et qui vont interagir le plus vite possible avec la donnée utilisateur pour aller générer des choses. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Mais oui, ça répond à ma question. Merci. Voilà. Et une dernière question pour Insight Signals. C'était une question juste un peu sur le modèle économique. Vous avez parlé notamment de la mise à disposition d'un SaaS. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que ce SaaS il est disponible grand public ou bien aux différentes entreprises partenaires? Et que fournissez-vous comme info? Est-ce que c'est plus de la consommation de données ou bien des analyses? J'aurais aimé avoir un peu plus de détails dessus. Alors, donc, il y a deux questions. C'est auprès de qui est-il disponible et qu'est-ce qu'il produit finalement? Donc, il est aujourd'hui disponible auprès des clients qui veulent y accéder. Donc, ce sont les villes et leurs partenaires. Les villes nous demandent de plus en plus d'extraire ces éléments de ce SaaS pour le mettre à disposition dans les mairies, dans les collectivités, du plus grand nombre pour qu'il y ait une visibilité. Et on travaille aujourd'hui sur un projet pour une ville autour de Paris sur ce sujet-là. Donc, mais ceux qui décident, c'est pas nous, ce sont les clients qui utilisent la plateforme qui peuvent le mettre à disposition du grand public. En termes de restitution, en fait, cette plateforme va restituer toute une série d'outputs qui sont de supervision, de simulation, d'analyse. Et bon, voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais elle va essentiellement restituer une visibilité temps réel d'un environnement avec toutes ses caractéristiques telles que nous on l'a calculé pour ceux qui veulent accéder à ces résultats. Voilà. Merci. Merci pour vos réponses.
justement, j'ai une autre question. Vous évoquez donc l'exemple, enfin du moins le cas de la ville, hein, mais j'imagine que ces jumeaux numériques, ou du moins cette plateforme, peut être mise au service d'autres usages. Est-ce que vous auriez d'autres exemples d'utilisation de cette plateforme? Alors, on a effectivement réalisé d'autres projets. On a réalisé des projets sur les épidémies, comment une épidémie se propage en fonction de la réaction des individus sur un territoire. On a réalisé également des projets dans la consommation circulaire, comment faire en sorte d'accélérer, d'augmenter la part de produits locaux sur un écosystème. En fait, les domaines d'application sont immenses, c'est-à-dire dès qu'on est capable de reproduire, je dirais, une population sur un territoire de façon fiable, on peut tester sur de très nombreux domaines qu'est-ce qui se passerait si on changeait un certain nombre de politiques. Donc, oui, les domaines sont extensibles. La mobilité est un des domaines où il y a le plus de données. C'est pour ça qu'on a commencé sur ce sujet, mais ça peut s'étendre. D'autre part, les gens qui accèdent à ce type, l'intérêt de ce type de système, c'est de permettre une vision partagée entre des acteurs différents. Et donc, nous, on pousse pour qu'un grand nombre d'acteurs utilisent un modèle ou utilise ce modèle qui lui-même peut être connecté au modèle des différents acteurs locaux pour avoir une vue partagée des enjeux. Voilà. Bonjour à tous, merci pour ces présentations. Moi j'ai une question pour Kix. Je voudrais savoir, parce que vous avez parlé de date de validité des documents, dans quelle mesure votre techno pourrait être, et si vous y avez déjà réfléchi, ça pourrait être appliqué à la cybersécurité. Je pense à 2 cas d'usage, en B2B, avec des employés qui peuvent repartir avec des docs confidentiels, et en B2C, je pense à moi qui ai envoyé ma CNI à un scammer il y a quelques années et qui potentiellement un jour serait victime d'une fraude. Donc est-ce que c'est un cas d'usage auquel vous avez déjà réfléchi? Est-ce que ça pourrait s'intégrer ou... Alors, c'est un cas d'usage pour lequel on a déjà été sollicité. Une des difficultés, c'est que nous, on ne possède pas les données. Les données restent vraiment chez les clients. Et donc, il faudrait, pour répondre à votre besoin, passer par des applications de visualisation des données, avec des données qui seraient plutôt centralisées sur un serveur et qu'on pourrait effacer. Il y a toujours des difficultés à partir du moment où une donnée, un fichier est visible. Il y a toujours des moyens détournés de le récupérer. Donc c'est un cas d'usage sur lequel il y a beaucoup de demandes, mais qui est assez difficile à traiter. Après, on travaille sur beaucoup d'autres cas d'usage, sur la cybersécurité, pour en citer 2 par exemple. Le premier, c'est prouver qu'un message qui a été envoyé depuis un IoT vers un récepteur n'a pas été modifié. On sait qu'il y a des gros enjeux sur les IoT, et d'ailleurs, l'étude Statista fait remarquer que d'ici à 2025, 50% du volume des données seront émis par des IoT. Et puis, la seconde, peut-être en termes de cybersécurité, c'est l'email vérifiable, les pièces jointes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de phishing qui passent par des emails, et donc les personnes ouvrent les pièces jointes sans faire attention. Et donc, on travaille également sur cette typologie de cas d'usage en permettant à l'usager, avant d'ouvrir la pièce jointe, de vérifier l'authenticité de l'email et de son contenu. Très clair, merci. On a fini? Non, encore une question. Alors du coup, j'aurais une question pour Insight Signals. Plus d'un point de vue technique, on n'a pas trop parlé des modèles, etc. Donc il y a un gros travail de modélisation, mais au-delà de ça, au niveau des modèles de prédiction, des comportements, etc., vu qu'il y a des grandes différences d'un point de vue comportements sociaux, par exemple, on commence avec la ville de Paris, etc., mais en termes de mobilité, ou même épidémie, etc., est-ce que vous devez rentraîner les modèles pour les villes qui ont des comportements sociaux différents? Par exemple, en termes de mobilité, si on prend les pays d'Europe du Nord, qui vont beaucoup plus se déplacer à vélo, des choses comme ça, ou une ville au milieu des États-Unis qui va être beaucoup plus orientée au niveau de la voiture, vous devez à chaque fois réentraîner les modèles pour faire correspondre à des villes différentes, etc. Et en plus, vu que les comportements évoluent au fil du temps, est-ce que vous devez remettre à jour régulièrement les modèles pour qu'ils restent d'actualité par rapport aux comportements réels des utilisateurs? Je crois que c'est tout l'intérêt d'un jumeau numérique. Un jumeau numérique par rapport à un modèle de simulation classique, vous faites un modèle de simulation classique, vous faites votre modèle, très bien, il a l'air de marcher à peu près, et puis vous l'oubliez.
Et puis vous revenez un an plus tard et vous retravaillez tout pour le mettre à jour. Un jumeau numérique, c'est en fait un modèle qui évolue de façon continue avec les données de la réalité. Donc c'est vraiment ça l'intérêt du jumeau numérique. C'est le modèle disponible à tout moment avec toutes les données et donc utilisable à tout moment, mis à jour. Et donc pour répondre à vos questions, nous on utilise des techniques d'intelligence artificielle pour calibrer les résultats de nos modèles avec des données observées. Et donc la réponse à votre première question, est-ce qu'on on entraîne notre modèle différemment ville par ville? La réponse est globalement oui, parce que les données des villes sont différentes, donc on a des modèles qui marchent, c'est pas le même modèle qu'on plaque partout, mais les données qu'on va utiliser sont différentes, et donc le modèle est paramétré, et les paramètres du modèle sont différents ville par ville. Ensuite, à votre deuxième question, est-ce que ça change au fil du temps? Bah oui, bien sûr, c'est bien l'objectif, c'est de faire en sorte qu'en fait, que les paramètres du modèle soient mis à jour avec la réalité observée au jour le jour dans tous nos villes. Et c'est comme ça qu'en fait, on est capable d'avoir un outil qui vous permet de faire des prévisions, des simulations, de tester des interventions sur la base de données récentes et cohérentes avec la réalité observée et non pas avec soit des données, soit des modèles, soit des paramètres qui datent d'il y a 12 mois, 15 mois ou plus. Merci. Et on a fini avec les questions. Hugues, je te laisse conclure. Oui, merci beaucoup à tous. Merci à tous ces entrepreneurs fabuleux qui nous ont présenté des projets très inspirants. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui en présentiel, malgré le contexte un peu particulier. Merci aussi à toutes les personnes qui sont dans la salle, qui ont fait des déplacements, et merci aussi à ceux qui sont sur Teams. Je profite du micro pour faire un peu de pub, on va dire. Rapidement, Alban en a parlé en introduction de l'open innovation au sein de KPMG, et notamment KPMG Innovation Lab. Une de nos missions, c'est d'animer un écosystème d'acteurs innovants. Ces acteurs innovants, nous les mettons en relation avec nos différents partenaires et clients. Et du coup, pour animer cet écosystème, nous organisons ces startup meetings. Sachez que ces startup meetings sont co-construits. Donc, si jamais vous avez des idées thématiques ou des besoins, n'hésitez pas à nous le dire. J'en profite également pour parler des prochains événements de l'accélérateur, qui est du coup, on va dire, assez en lien avec notre sujet du jour. Cet événement sera du coup le 11 avril de 11h30 à 12h30 à l'accélérateur ou sur Teams. L'objectif, c'est de s'intéresser aux outils qui permettent de faire de la user experience ou de la recherche utilisateur ou encore de l'analyse comportementale. Pour ce faire, nous ferons un regard croisé entre Théo Lebert, qui est manager au sein des équipes Consumer Experience, et Florian Faucon, responsable du User Lab de l'Université d'Angers. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Nous serons ravis d'échanger avec vous et de continuer ces questions au sein d'un cocktail. Donc, n'hésitez pas à rester parmi nous. Suivez les équipes, on prendra la passerelle en haut à droite pour aller du coup continuer nos échanges. Un grand merci. Et merci surtout à Hugues et à toute l'équipe Innovation Lab, notamment Aurélie, Hugues, Clément, Serena, voilà, et tous ceux qui ont contribué à cette matinée et ce partage de solutions innovantes. N'oubliez pas le nouveau book de tendance ADN Tech me rappelle Jean-Baptiste, soit de télécharger en virtuel pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, soit pour ceux qui sont ici, vous pouvez en prendre en partant. Voilà, on va de toutes les manières lancer une campagne de communication très rapidement sur ce sujet. Bonne journée.